Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les âmes mortes, écrit par Nicolas Gogol. Ce soir, nous lirons le chapitre 3 de la deuxième partie. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement là où ça vous arrange. Sachant que le chapitre de ce soir, le chapitre 3, j'ai décidé de le séparer en trois parties. J'ai fait un peu de repérage dans l'après-midi et c'est ce qui me semble le mieux. Euh, Sachant également que on est toujours dans cette deuxième partie un petit peu spéciale de l'œuvre, à savoir qu'il s'agit de fragments qui ont été compilés de façon posthume à la mort de l'auteur du coup. Donc voilà, on est sur une œuvre un petit peu spéciale. Cette deuxième partie, c'est pas vraiment le travail terminé de l'auteur. On est sur quelque chose d'un peu en cours. Donc c'est intéressant à suivre. Est-ce que ça sera de la même qualité que la première partie? On verra sur la longueur. Pour le moment, ça va. Pour le moment, je trouve la deuxième partie pas forcément décevante. Euh, je crève de chaud. J'espère que c'est pas trop que c'est pas trop perceptible, que je vais pas trop être fatigué dans ma lecture ce soir, que je vais pas être sointant de sueur à l'écran. Mais ouais, c'est vrai que là, ce soir, c'est particulièrement difficile. J'espère également que vous n'entendez pas le ventilo tourner. Je me tais 3 secondes pour vérifier si ça s'entend. En tout cas, quand je ne parle pas, a priori, vous ne l'entendez pas, ce qui est plutôt bon signe. Euh, Et du coup, je vais prendre tout de suite une lampée parce que je suis en train de mourir de chaud. Santé à tous les amis. On est parti pour une petite soirée ensemble comme d'habitude. Il ne nous reste plus que 3 lives pour terminer cette lecture. Et je pense qu'on va l'organiser de cette manière. Je pense être en mesure de vous dire que on fera le chapitre 4 mardi à 21h et le chapitre 5 dans une semaine, donc vendredi à 21h. D'ailleurs, c'est même pas le chapitre 5, je crois que c'est le second fragment de la deuxième partie, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Parce que la deuxième partie se sépare en premier fragment, puis second fragment, bref. Donc voilà, vous savez à peu près où on va aller. Donc, quelque part, pour la semaine qui arrive, je vais reprendre a priori les créneaux habituels de stream de lecture, le mardi et le vendredi 21h. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Je suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer de m'y tenir. Euh, Sachant que du coup, ça mettra fin à notre lecture sur les âmes mortes, et que la prochaine lecture à venir, je vous l'ai déjà annoncé, sera Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. Et ça ne viendra pas tout de suite, puisque comme tous les ans, je vais m'octroyer grosso modo 2 à 3 semaines on va dire de pause, dans le sens, c'est même pas une pause de mon activité ou quoi que ce soit, c'est une pause générale de la vie presque. Mais comme dirait une chanson, My Standard Break from Life, c'est comme ça je crois, je sais plus. Bref, c'est le nom d'une chanson d'Alkaline Trio. Mais oui, euh, je vais prendre un break, surtout des réseaux en fait, et des technologies. Donc voilà, je vais me terrer dans une grotte au milieu de la forêt, pas du tout, mais bref. Je vais un peu éteindre tout ça et essayer de penser un peu à autre chose pendant quelques temps. Je sais, ça peut paraître bizarre étant donné que j'ai déjà pas fait beaucoup de live ces temps-ci. Sauf que la raison pour laquelle je n'ai pas fait beaucoup de live ces temps-ci, c'était des raisons complètement autres. Et puis qui n'ont pas été reposantes du tout. Donc bref. Je suis toujours un peu dans le mal aussi de certaines histoires qui me sont arrivées en début d'année, on va dire. Donc voilà, je me remets doucement. Et puis je vous annonce tout simplement que on terminera les âmes mortes la semaine prochaine. Et avant la prochaine lecture, il y aura un petit gap, un petit saut de quelques lives. Et ensuite, je peux rien vous promettre, mais je vous promets que je l'espère et que je vais essayer. Ensuite, j'aimerais, à partir d'août, du coup, vous revenir avec des lives plus régulièrement. Si j'arrive à réinstaurer les créneaux traditionnels de lecture du mardi et du vendredi 21h, ça me ferait très plaisir. Si j'arrive à faire encore plus de créneaux avec pourquoi pas du jeu vidéo, pourquoi pas des concepts un petit peu plus spéciaux. D'ailleurs, en ce moment, je réfléchis de plus en plus parce que je suis beaucoup du genre à réfléchir à des concepts
Mais c'est vrai que ces temps-ci, je me dis de plus en plus, est-ce que je ferais pas des lives à l'arrache où il n'y a pas de concept et où vraiment on se pose et on passe un moment ensemble, on discute, etc. Je sais pas, c'est possible. Bref. En tout cas, voilà un peu où je me projette dans les temps à venir. Et merci de passer, Charline, faire un petit coucou. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Et puis, je te souhaite bonnes vacances, puisque travaillant dans le corps enseignant, j'imagine que tes vacances, c'est très très bientôt, si je dis pas de conneries. Bref. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire également? Oui, petite nouvelle quand même, avant qu'on entame la lecture ce soir. Petite nouvelle, ça y est, je travaille sur un livre, je vous en ai déjà fait part. Ça y est, le premier jet de ce livre est terminé. Donc le premier jet de mon livre que j'aimerais faire sortir, que j'aimerais publier avant la fin de l'année, et qui se titre Pérégrination ou Lettres infinies, devrait arriver à son terme bientôt, entre guillemets, puisque j'ai terminé le premier jet. Je vais pas mal retravailler. Il y a quand même encore beaucoup de travail, hein. Je m'avance pas trop non plus. Il y a encore beaucoup de travail parce qu'il y a la mise en page, il y a les corrections, éventuellement les ajouts, etc., etc. Bref, modifications, tout ça. Il y a la couverture, il y a la mise en ligne, la publication, etc. Donc voilà, il y a encore du taf, on va pas se mytho. Mais quand même, c'est une belle première étape et je suis content. Je suis arrivé au bout du premier jet. Premier jet qui fait 173 pages, si je dis pas de bêtises, et qui compte 70 lettres, puisqu'il s'agit d'une correspondance. Donc voilà, je suis très heureux de ça. Et j'essaie de profiter de cette étape, de me dire que c'est déjà quelque chose. Il y a encore du chemin pour arriver à l'aboutissement du projet, mais c'est déjà une bien belle étape, donc on essaie d'être content, de cheer up pour ça. Euh, Sachant que j'imagine pas mal de choses par rapport à ce bouquin, et du coup je vous en parlerai au fur et à mesure du développement. Mais ouais, j'imagine des choses qui pourraient être intéressantes, dont je vous reparlerai dans le futur, un petit peu en contenu bonus en parallèle de ce bouquin, on va dire. Potentiellement des lectures, vous vous doutez, mais pas que. Donc voilà, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Et puis il faut que je vois aussi ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc du coup, ça sera mon deuxième bouquin, mon deuxième livre publié. J'ai hâte, j'ai grand hâte. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que vu que ça fait plusieurs mois que je suis un peu la tête dans le guidon là-dedans, j'ai décidé. En fait, je m'étais donné comme date butoir fin mai à la base, je crois d'ailleurs. Ensuite, je me suis dit, bon, je me laisse jusqu'à fin juin parce que j'ai encore beaucoup d'idées. J'ai fait jusqu'à fin juin et grosso modo, j'ai terminé ça il y a 2 3 jours. Donc on va dire j'ai 5 jours de retard, sachant que j'aurais pu le faire plus tôt, mais encore une fois, j'ai été pris par le temps par d'autres choses de la vie privée. Mais bon, voilà, je considère que je m'en sors pas trop mal. Et du coup, ce que je considère de faire là maintenant, dans l'immédiat, c'est de déconnecter de ça aussi. Donc je vais faire une déconnexion des réseaux, des technos, etc. Mais je vais faire aussi une déconnexion de ce projet. Comme ça, je me donne jusqu'à août. J'aurai un petit mois à ne pas y penser trop, à ne plus être investi dedans tous les jours, etc. Et puis dans un mois, je pourrais y revenir avec des yeux un petit peu plus neufs. Et puis peut-être un avis un peu plus impartial. Et voilà. Avoir pris du recul, pouvoir me dire plus facilement, ok, décidément, je ne suis pas content de ce que j'ai fait. Ou au contraire, ok, c'est mieux que ce que je croyais. Bref, vous voyez un peu la dynamique. Donc voilà, je considère que la reprise, j'espère, plus fréquente des lives, plus régulière, j'espère que ce sera pour août. Et la reprise du travail sur mon livre à paraître, ça sera également pour août. Voili, voilou. Bonsoir les couteaux portes, merci de passer et j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir dans le coin. Euh, et du coup, bon courage à toi Charline dans ton aménagement d'une nouvelle classe. Et ouais, franchement, bah déjà vous êtes trop gentil. Merci encore une fois. Je ne saurais le répéter assez, mais vous êtes d'un support hyper agréable. Vous êtes hyper bienveillant. Ouais, vous êtes adorable. Donc franchement, gros merci à vous tous pendant cette période un peu difficile pour moi. Je dirais pas que je vais encore bien, mais ouais, je vais mieux. Je vais mieux qu'il y a quelques temps, ça c'est sûr. Je trouve ça sympa ton idée de live juste pour discuter.
Bah en fait, je me tâte beaucoup là-dessus parce que à la fois j'aime bien parler, j'aime beaucoup parler beaucoup, et à la fois je sais que plusieurs personnes aiment les moments de papotage pendant les lectures, à tel point que je sais que certaines personnes m'ont dit mais pourquoi tu fais pas des émissions, débats ou ce genre de choses? J'ai toujours trouvé ça un peu touchy pour différentes raisons. Euh, ouais, mais ouais, c'est ça. Peut-être que ça me conviendrait bien, en effet, Charline. Je sais pas trop. Je suis assez mitigé sur le truc, mais je suis de plus en plus ouvert à l'idée, on va dire. Et en fait, vu que je suis comme ça, à toujours réfléchir à des concepts, ça fait des années que j'ai cette idée dans un coin de ma tête et je me dis, un jour, je trouverai un concept qui va bien avec ça. Et c'est vrai que ces temps-ci, j'ai recommencé à y réfléchir un peu plus activement. Donc, c'est peut-être quelque chose qui arrivera. Mais, euh, mais ouais, j'ai ce truc de vouloir potentiellement faire des lives de parlotte et potentiellement quand même structurer autour d'un concept, autour d'une émission, entre guillemets. À voir, à voir. C'est un truc qui me trotte en tête ces temps-ci pas mal. Et puis, pour tout vous dire, j'ai passé des moments difficiles ces temps-ci, comme je le répète beaucoup. Et je me suis réfugié pas mal dans des vidéos, euh, on va dire de développement personnel. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce terme, j'aime pas des masses en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développement personnel qui est aussi pas mal du bullshit. Mais on va dire que j'ai maté beaucoup de vidéos de cet ordre-là. Et ça m'a aussi donné envie quelque part de faire du contenu un peu de ce type-là. Mais à ma manière, quoi, à ma sauce. Parce qu'encore une fois, je trouve que parfois c'est limite plus pernicieux que ça n'est bénéfique. Mais ouais, je me dis qu'il y a des sujets intéressants dont on pourrait tailler la bavette. Voilà, voilà. Et du coup, pas de souci, l'écoute aux portes, il n'y a aucune obligation. Et puis écoute, si tu te réabonnes, merci à toi, c'est très gentil. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation et je te suis déjà redevable énormément d'avoir été abonné aussi longtemps. En plus, j'avoue, ça me met un peu mal à l'aise à chaque fois parce que vu que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup stream, à chaque fois, je me dis, ah, les gens continuent à s'abonner, ils sont trop gentils, mais j'ai l'impression de vous escroquer, c'est terrible. Bah, bon, bref. Donc voilà, je préfère vous dire aussi, ne vous attendez pas forcément à énormément de live ces temps-ci, comme je le disais. Jusqu'à août, ça va être encore un régime très réduit. Et puis peut-être en août, un régime un peu plus soutenu. Allez, sur ce, j'ai bien parlé. Il fait chaud. Je vais le répéter pas mal ce soir aussi. Mais du coup, je vais me lancer dans la lecture avant que mon esprit ne fonde et que vous voyez mon cerveau comme ça euh, se répandre en liquide au travers de mes oreilles, au dehors de mes oreilles. Du coup, autant se lancer tant que j'ai un minimum de concentration. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute, que vous me regardiez en live Twitch ou en rediffusion YouTube. Bonne écoute Charline, bonne écoute l'écoute aux portes. Bonne écoute à tous dans l'ombre du chat. Hop, changement de scène. Et nous sommes partis pour une dizaine de pages, un truc comme ça. Et belle soirée à toi aussi, Charline. Ça fait plaisir. Je vous dis à tout à l'heure. Pour la première pause de ce soir, il y en aura deux. Bien, bien, bien. Oui, t'as vu, c'est beau, Charline. Hein. Merci, merci. Allez, on est y part. À tout à l'heure. Chapitre 3. Si le colonel Koshkaryov est vraiment fou, il n'y a pas de mal à ça, se dit Tchitchikov, en se retrouvant en rase campagne. Il n'apercevait plus que des espaces infinis, qui se confondaient avec la voûte céleste où flottaient de nuages. T'es-tu bien informé, Sélifan, de la route à suivre pour aller chez le colonel Koshkaryov? Je n'ai pas eu le temps, voyez-vous, Pavel Ivanovitch. J'ai dû m'occuper de la calèche, mais Petrouchka a demandé au cocher. As-tu perdu la tête? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'en rapporter à Petrouchka? Petrouchka est un animal, une bûche, et pour le moment, je suis bien sûr qu'il cuve son vin. Ce n'est pas sorcier, dit Petrouchka en se retournant à moitié le regard louche. Excepté qu'en descendant la hauteur, il faut prendre par les prés. Il n'y a pas autre chose. Et toi, excepté l'eau de vie, tu ne t'es pas humecté le gosier? Le joli coco, ma foi. Sur ce, Tchitchikov se caressa le menton en songeant.
Quelle différence il y a pourtant entre un gentilhomme cultivé et un gros lourdeau de laquais. Cependant, la route commençait à descendre. De nouveau apparurent des prairies et des bocqueteaux de trembles. Mollement bercé sur ses souples ressorts, le tranquille équipage dévalait avec précaution la pente insensible pour s'engager enfin dans les prairies. Le long de moulins, avec un roulement sourd au passage des ponts, un léger balancement sur le sol mou et cahotant des bas-fonds. Cependant, Tchitchikov ne ressentait pas la moindre secousse, il se serait cru dans un fauteuil. Il roulait maintenant entre deux files de saules, d'aunes grêles, de peupliers argentés, qui semblaient fuir à leur passage, en fouettant de leurs branches Sélifan et Petrouchka assis sur le siège. À chaque instant, ce dernier perdait sa casquette. Le rébarbatif serviteur sautait à terre, en pestant contre cet idiot d'arbre et celui qui l'avait planté. Mais espérant toujours que l'accident ne se reproduirait plus, il ne pouvait se décider à attacher sa casquette, ni même à la tenir à la main. Aux arbres déjà nommés se joignirent bientôt le tremble, le bouleau, le sapin. La forêt s'assombrit, parut prête à s'enfoncer dans la nuit. Mais soudain, entre les branches et les troncs, des traits lumineux scintillèrent tels des miroirs resplendissants. Les arbres se firent rares, les traînées de lumière grandirent, et les voyageurs se trouvèrent en présence d'un lac, pleine liquide de 4 verstes de largeur. Sur la rive opposée, dominant le lac, un village éparpillait ses isbas aux poutres grises. Des cris retentissaient. Une vingtaine d'hommes, dans l'eau jusqu'à la ceinture et même jusqu'aux épaules, tiraient vers le bord un immense filet, où, par une bizarre aventure, s'était empêtré en même temps que le poisson, un individu aussi large que haut, tout rond, tout replé, une vraie pastèque, un vrai tonnelet. Il était dans tous ses états, et criait à plein gosier: « Denis le lourdeau, passe ton bout à Kouzma. Kouzma, prends le bout à Denis. Ne tire pas si fort, Thomas le Grand. Donne plutôt un coup de main à Thomas le Petit. Pas si fort, voyons, pas si fort, vous allez déchirer le filet. » Le tonnelet, comme on voit, ne craignait rien pour lui. Sa rotondité l'empêchait de se noyer. Aurait-il voulu plonger que, malgré tous ses efforts, l'eau l'eût ramené à la surface. Si même 2 autres personnes s'étaient mises à califourchon sur son dos, il aurait surnagé comme une vessie opiniâtre, en gémissant un peu sous leur poids et en lâchant des bulles par le nez. Mais il redoutait que, le filet se rompant, le poisson ne s'échappât. Aussi se faisait-il encore tirer, au moyen de cordes qu'on lui avait lancées, par plusieurs hommes qui se tenaient sur la rive. « Ce doit être le colonel Kochkariov, » dit Sélifan. « Pourquoi ? » « Parce qu'il a le corps plus blanc que les autres, voyez, et un embonpoint respectable. On devine tout de suite un monsieur. » Cependant, on avait amené l'homme au filet assez près de la rive. Quand il sentit qu'il pouvait prendre pied, il se mit debout et aperçut alors la calèche qui descendait la digue, et Tchitchikov qui s'y tenait. « Avez-vous dîné ?» cria, en émergeant sur la rive avec le poisson capturé, le monsieur entortillé dans le filet, comme en était une main de dame dans un gant à jour. Il tenait une main en écran au-dessus des yeux pour se garantir du soleil, et l'autre plus bas, à la manière de la Vénus de Médicis, sortant du bain. « Non, » dit Tchitchikov, en soulevant sa casquette et en continuant à saluer de la calèche. « Alors, remerciez Dieu !»« Qu'y a-t-il » demanda Tchitchikov avec curiosité. « Voici, Thomas le Petit, lâche le filet et montre-nous l'esturgeon. Kouzma le lourdeau, viens lui aider. » 2 pêcheurs soulevèrent du baquet la tête d'un énorme poisson. « Quel monstre, n'est-ce pas? Il nous arrive tout droit de la rivière, » cria l'homme rond. « Mais entrez donc, cocher, prends le chemin en contrebas à travers le potager. Thomas le Grand, cours ouvrir la barrière. Allez, allez, il vous montrera le chemin. Je vous rejoins tout à l'heure. » Nu-pieds, en chemise, Thomas le Grand précéda en courant la calèche à travers tout le village, où devant chaque isba séchaient des filets, des nasses, des éperviers, car tous les paysans étaient pêcheurs. Puis il ouvrit la barrière et, à travers des potagers, la calèche arriva à une place près d'une église en bois, derrière laquelle se dessinaient les toits des communs. Un original, ce Kochkariov, songeait Tchitchikov. « Me voici, dit une voix à côté de lui. Tchitchikov se retourna. Le gros homme arrivait, vêtu d'une redingote de nankin verdâtre, d'un pantalon jaune, le cou sans cravate à la manière de Cupidon. Il était assis de côté sur un drochki que sa personne occupait entièrement. Tchitchikov voulait lui dire quelque chose, mais le gros homme avait déjà disparu. Le drochki reparut à l'endroit où l'on avait retiré le poisson. De nouveau, des voix retentirent.
Thomas le Petit, Thomas le Grand, Kouzma, Denis !» Lorsque Tchitchikov arriva au perron, il fut fort surpris d'y trouver le gros monsieur qui le reçut dans ses bras. Une telle célérité était incompréhensible. Ils se donnèrent 3 fois l'accolade en signe de croix, selon l'antique usage russe. Le seigneur du lieu était un homme d'autrefois. « Je vous apporte les salutations de son Excellence, » dit Tchitchikov. « De quelle excellence ?»« De votre parent, le général Alexandre Dmitrievitch. »« Quel est ce personnage ?»« Le général Betritchev, » répondit Tchitchikov, un peu surpris. « Connais pas ?» La surprise de Tchitchikov redoubla. « Comment ça ? J'espère pourtant avoir le plaisir de parler au colonel Kochkariov. »« Non, n'espérez pas. Dieu soit loué, ce n'est pas chez lui que vous êtes arrivé, mais bien chez moi, Pierre Petrovitch Pietouk. Pietouk Pierre Pietrovitch. » Tchitchikov demeura pétrifié. « Que signifie ?» dit-il en se tournant vers Sélifane et Petrouchka, qui se tenaient bouche bée, yeux écarquillés l'un sur le siège, l'autre à la portière de la calèche. « Qu'avez-vous fait, imbécile ? On vous avait dit d'aller chez le colonel Kochkariov, et nous voici chez Pierre Petrovitch Pietouk. »« Ils ont fort bien agi. Allez à l'office, les gars, on vous y versera un bon verre d'eau-de-vie, » dit Pierre Petrovitch Pietouk. « Dételez vite les chevaux et allez tout de suite à l'office. »« Je me fais vraiment scrupule. Une erreur aussi inattendue, » dit Tchitchikov. « Quelle erreur ? Goûtez d'abord au dîner. Vous vous demanderez ensuite si c'est une erreur. Entrez, je vous en prie, » dit Pietouk en prenant Tchitchikov sous le bras. Ils furent accueillis par 2 jeunes gens en veston d'été. Minces et élancés comme des joncs, ils dépassaient leur père d'un bon pied. « Mes fils, collégiens en vacances, Nicolas Chat, tiens compagnie à monsieur. Et toi, Alexacha, suis-moi. » Sur ce, le maître du logis disparut. Tchitchikov conversa avec Nicolas Chat qui s'annonçait impropre à rien. Dès les premières phrases, il raconta à Tchitchikov que le collège du chef-lieu laissait fort à désirer, que son frère et lui voulaient aller à Pétersbourg, car en province la vie ne valait pas la peine d'être vécue. « Je comprends, songea Tchitchikov. Il rêve cafés et boulevards. »« Dites-moi, demanda-t-il tout haut, dans quel état se trouve le domaine de votre père ? » Hypothéqué, répondit le père lui-même, reparaissant au salon. Hypothéqué. Fâcheux, se dit Tchitchikov. Il ne restera bientôt plus un seul domaine, il faut se hâter. Vous avez eu tort de l'hypothéquer si vite, prononça-t-il d'un air apitoyé. Non, répliqua Pietouk, on prétend que c'est avantageux. Tout le monde agit ainsi. Comment demeurer en arrière des autres? De plus, j'ai toujours vécu ici. Je désire maintenant tâter de la vie de Moscou. Mes fils m'y encouragent. Ils veulent profiter des lumières de la capitale. L'imbécile, songeait Tchitchikov. Il gaspillera toute sa fortune et fera de ses fils des dissipateurs. Un joli domaine pourtant. D'après les apparences, ni eux ni les paysans ne sont à plaindre. Une fois mes gaillards initiés aux restaurants et au théâtre, tout s'en ira au diable. Le nigaud pourrait si bien vivre à la campagne. Je sais à quoi vous pensez, dit Pietouk. À quoi? Demanda Tchitchikov gêné. Vous pensez, quel imbécile ce Pietouk. Il m'a invité à dîner et le dîner n'est pas encore prêt. Il sera prêt, mon cher, en moins de temps qu'il n'en faut à une fille tondue pour tresser ses cheveux. Tiens, voilà Platon Mikhaïlitch, dit Alexassa qui regardait par la fenêtre. Sur un cheval bai, ajouta Nicolas Chat. Où cela? S'écria Pietouk en s'approchant de la fenêtre. Quel est ce Platon Mikhailovitch? Demanda Tchitchikov à Alexassa. Notre voisin, Platon Mikhailovitch Platonov. Un charmant homme, répondit celui-ci. Sur ces entrefaites, on vit entrer Platonov en personne, beau garçon svelte aux cheveux bouclés d'un blond clair. Faisant teinter son collier de cuivre, un énorme chien nommé Yarbas parut à sa suite. « Avez-vous dîné » demanda le maître. Je pense que c'est plutôt « Avez-vous dîné » demanda le maître. « Oui. »« Vous moquez-vous de moi » Le visiteur dit en souriant. « Consolez-vous, je n'ai rien mangé. L'appétit me manque. » Si vous aviez vu comme la pêche a marché, quel esturgeon, quel carassin nous avons pris. C'est vexant de vous entendre. Pourquoi êtes-vous toujours si gai? De grâce, pourquoi serais-je triste? Mais parce que la vie n'est pas amusante. Vous ne mangez pas assez, voilà tout. Essayez une fois de bien dîner. L'ennui est une invention récente. Autrefois, personne ne s'ennuyait. Trêve de vantardise. Comme si vous ne vous ennuyiez jamais. Mais non, jamais. J'ignore l'ennui, le temps me manque pour cela. On se réveille le matin, arrive le cuisinier, il faut commander le dîner.
On prend le thé, l'intendant se présente, ensuite on va à la pêche et voilà l'heure du dîner arrivée. À peine ai-je fait un petit somme qu'il faut commander le souper. Quand voulez-vous que je m'ennuie? Durant la conversation, Tchitchikov observait le nouveau venu, admirant en lui, outre la beauté et la sveltesse, la fraîcheur d'une jeunesse intacte, la pureté virginale d'un visage que nul bouton ne déparait. Ni les passions, ni la tristesse, ni même une apparence de trouble ou d'inquiétude n'avaient osé s'attaquer à ce visage vierge. Mais la vie aussi en était absente. Il demeurait inerte, somnolent, malgré le sourire ironique qui parfois l'animait. Moi non plus, permettez-moi de vous le dire, intervint Tchitchikov, je ne comprends pas qu'avec un extérieur comme le vôtre on puisse s'ennuyer. Assurément, quand on manque d'argent ou que des ennuis menacent votre vie... Je vous assure, interrompit le visiteur, que je voudrais parfois, pour changer, avoir un sujet d'inquiétude. Si au moins quelqu'un m'irritait. Mais il n'en est rien. Je m'ennuie. Voilà tout. Vous n'avez peut-être pas assez de terre? Pas du tout. Nous possédons, mon frère et moi, 10 000 hectares et plus de 1 000 paysans. C'est bizarre. Je ne comprends pas. Peut-être avez-vous subi une mauvaise récolte? Peut-être une épidémie vous a-t-elle emporté beaucoup de monde? Mais non, notre domaine est en parfait état. Mon frère est le modèle des propriétaires. Et vous vous ennuyez? Décidément, je ne comprends pas, dit Tchitchikov en haussant les épaules. Attendez, nous allons chasser son ennui, dit Pietouk. Alexacha, cours à la cuisine et dis au cuisinier de nous envoyer au plus vite les vols au vent. Que font donc Émilien le Mussard et Antochka le voleur? Pourquoi diantre n'apportent-ils pas le hors-d'œuvre? Mais la porte s'ouvrit. Émilien le Mussard et Antochka le voleur parurent, serviettes en main, dressèrent la table sur laquelle ils déposèrent un plateau et 6 carafes de liqueur multicolores. Bientôt les carafes furent entourées d'un chapelet d'assiettes garnies d'appétissantes victuailles. Les serviteurs déployaient de l'agilité, apportant sans cesse de nouvelles assiettes couvertes, à travers lesquelles on entendait le beurre crépiter. Émilien le Mussard et Antochka le voleur s'acquittaient parfaitement de leurs tâches. Ces appellations leur avaient été données à titre d'encouragement. Leur brave homme de maître n'aimait nullement gronder, mais le Russe ne saurait se passer de mots piquants. Il en a besoin comme de vodka pour la digestion. Que voulez-vous? Telle est sa nature, il n'aime rien de fade. Au hors-d'œuvre succéda le dîner. L'aimable amphitryon se mua en un cruel tyran. Un convive n'avait-il qu'un morceau sur son assiette, Pietouk lui en collait aussitôt un autre, en disant « Sans compagnon, ni l'homme ni l'oiseau ne peuvent vivre sur terre. » À celui qui en avait 2, il en ajoutait un troisième, en alléguant « Mauvais nombre que le nombre 2, jamais 203. » Le convive avait-il expédié 3 portions, il serait crié « Où avez-vous vu un chariot à 3 roues, qui construit une isba à 3 angles ?» Pour le nombre 4, il y avait aussi un dicton, pour le nombre 5 également. Il y eut un plat auquel Tchitchikov dut revenir une 12aine de fois. « Ouf, se dit-il, il va maintenant me laisser la paix. » Il se trompait. Pietouk, sans mot dire, lui mit sur son assiette une longe de veau, et de quel veau? Rôti à la broche avec tout le rognon. « Je l'ai élevé 2 ans au lait, dit l'amphitryon, je l'ai soigné comme un fils. »« Impossible, dit Tchitchikov. Essayez toujours, ensuite vous direz impossible. »« Impossible, vous dis-je, il n'y a plus de place. » À l'église non plus, il n'y avait plus de place, mais quand le Gorodnitchi entra, on en trouva. Pourtant, il y avait tant de monde qu'une pomme jetée en l'air ne serait pas tombée à terre. Essayez toujours, ce morceau sera comme le Gorodnitchi. Tchitchikov essaya. Le morceau ressemblait en effet au Gorodnitchi. Il trouva place alors que rien, semblait-il, ne pouvait entrer. Et le malheureux veut aller à Pétersbourg ou à Moscou. Mais, hospitalier comme il l'est, il aura tout mangé en 3 ans, songeait Tchitchikov, ignorant qu'à présent on a perfectionné tout cela, et que point n'est besoin d'hospitalité pour se ruiner, non en 3 ans, mais en 3 mois. Les vins ne furent pas davantage épargnés. Lesté d'argent par le crédit foncier, Pierre Petrovitch s'était approvisionné pour 10 ans à l'avance. Il ne faisait que verser à boire. Ce que les convives n'achevaient pas, il le donnait à Alexacha ou Nicolacha, qui lampaient verre sur verre. On voyait d'avance quelle partie des connaissances humaines attirerait leur attention dès leur arrivée dans la capitale. Les convives n'en pouvaient plus. Ils se traînèrent à grand-peine jusqu'au balcon et s'installèrent dans des fauteuils. Sitôt assis dans le sien, où eussent pu tenir 4 individus ordinaires, l'amphitryon s'endormit. Son obèse personne, transformée en soufflet de forge, se mit à émettre, par la bouche ouverte et les fosses nasales, des sons tels qu'en imagine rarement un compositeur même moderne.
Cela tenait de la flûte, du tambour et de l'aboiement. Quel jeu d'orgue dit Platonov. Tchitchikov se mit à rire. Évidemment, reprit Platonov, quand on dîne ainsi, le sommeil chasse l'ennui, n'est-ce pas? Certes. Pourtant, excusez-moi, je ne comprends pas qu'on puisse s'ennuyer. Il y a tant de ressources contre l'ennui. Lesquelles? Un jeune homme en manque-t-il? La danse, la musique, voire le mariage. Le mariage, avec qui? Comme s'il manquait dans les environs de fiancées riches et gentilles. Il n'y en a pas. Alors il faut chercher ailleurs, voyager. Une riche idée vint tout à coup à l'esprit de Tchitchikov. Voilà là un excellent moyen, tenez, dit-il en regardant Platonov dans les yeux. Lequel? Mais les voyages. Où aller? Si vous êtes libre, venez avec moi, dit Tchitchikov qui songeait, en regardant Platonov. Ce serait parfait. On pourrait partager les frais et mettre les réparations de la calèche à son compte. Où allez-vous? En attendant, je voyage moins pour mes affaires que pour celles d'autrui. Le général Betritchev, mon ami intime, et je puis le dire mon bienfaiteur, m'a prié de visiter ses parents. Les parents, certes, ont leur importance, mais j'y trouve aussi mon compte, car voir le monde et ses vicissitudes constituent comme un livre vivant, une seconde science. Sur ce, Tchitchikov songea. Vraiment, ce serait parfait. On pourrait même mettre tous les frais à sa charge et profiter de ses chevaux, tandis que les miens se reposeraient chez lui. Ma foi, se disait de son côté Platonov, je n'ai rien à faire à la maison. C'est mon frère qui mène tout. Mon absence ne causera aucun préjudice. Pourquoi ne pas essayer? Consentiriez-vous, dit-il tout haut, à passer 2 jours chez mon frère? Autrement, il ne me laissera pas partir. Avec grand plaisir. 3 jours même, si vous voulez. Alors top, partons, dit Platonov en s'animant. C'est cela, partons. Où cela, où cela? S'écria le maître du logis, réveillé et écarquillant les yeux. Non, mes beaux messieurs, j'ai ordonné de retirer les roues de la calèche et votre étalon, Platon Mikhailovitch, a été emmené à 15 verstes d'ici. Non, vous allez passer la nuit chez moi, et demain, après déjeuner, vous partirez. Comment résister à un piétouk? Force leur fut de rester. Ils eurent, en compensation, une merveilleuse soirée de printemps. L'amphitryon organisa une promenade en bateau. Ramant et chantant, 12 gaillards leur firent traverser le lac uni comme un miroir. Ils s'engagèrent ensuite sur la rivière, qui s'étendait sans fin entre des rives en pente douce. Ils passaient à chaque instant sous des câbles tendus en travers pour la pêche. Pas un pli ne ridait la surface de l'eau, les paysages se déroulaient en silence, des bosquets d'aspects variés égayaient à chaque instant le regard. Les rameurs, saisissant à l'unisson leurs 24 rames, les soulevèrent soudain. L'embarcation, livrée à elle-même, fila comme un oiseau sur l'étendue liquide d'une transparence cristalline. Un gars trapu, le 3e en partant du gouvernail, entonna d'une voix pure et sonore une chanson dont les premières paroles semblèrent sorties d'un gosier de rossignol. 4 de ses camarades le soutinrent. Les 6 autres joignirent bientôt leurs voix au chœur. Et la chanson allait ainsi crescendo, vaste, puissante, infinie, comme la Russie. Piétouk, vibrant, donnait de la voix, renforçait le cœur quand celui-ci faiblissait, et Tchitchikov lui-même se sentait russe. Seul Platonov songeait. À quoi bon cette lugubre chanson? Elle ne fait qu'augmenter mon angoisse. Ils revinrent tard au crépuscule. Dans l'obscurité, les rames frappaient en cadence les eaux où le ciel ne se reflétait plus. Sur la rive où ils abordèrent, des feux étaient allumés. Sur des trépieds, les pêcheurs faisaient cuire une soupe de perches palpitantes. Les bestiaux et la volaille avaient depuis longtemps regagné leur gîte. Les pâtres qui les avaient ramenés stationnaient au portail dans l'attente d'une jatte de lait et d'une assiette de soupe. On entendait dans l'obscurité le murmure des voix, des aboiements lointains montés des villages d'alentour. La lune se leva, le paysage assombri commença de s'éclairer. Merveilleux spectacle. Mais personne n'y prenait garde. Au lieu de lutter de vitesse sur 2 fougueux étalons, Nicolas-Cha et Alexa-Cha rêvaient de Moscou, des cafés, des théâtres, dont leur avait parlé un cadet de leurs amis. Leur père se demandait comment régaler ses invités. Platonov bâillait. Tchitchikov était le plus animé de tous. Vraiment, j'acquerrai un jour une petite propriété, songeait-il, et il se voyait déjà heureux père de famille. Au souper, on s'empiffra de nouveau. Lorsque Pavel Ivanovitch, une fois retiré dans sa chambre et allongé sur son lit, se tâta la bedaine. Un tambour,
Nul Goronitch n'y trouverait place, dit-il. Le hasard voulut qu'il fût logé à côté du cabinet de Piétouk. La cloison était mince, on entendait tout ce qui se disait dans l'autre pièce. En guise de déjeuner, l'amphitryon commandait au cuisinier un véritable festin et d'une façon à donner de l'appétit à un mort. On entendait sans cesse à petit feu, n'est-ce pas? Et bien arrosé, bien rissolé. Et le fossé du cuisinier faisait écho. Entendu, monsieur, bien rissolé. Et pour la coulébiaca, tu la feras carrée, reprenait Piétouk avec un savoureux claquement de lèvres. Dans un angle, tu mettras des joues d'esturgeon et des cartilages de sterlet. Dans un autre, un bon gruau de sarrasin à l'oignon et aux champignons. Puis de la laitance, de la cervelle, et puis, enfin, tu sais ce que je veux dire. Certainement, monsieur, certainement. Et soin qu'elle soit bien colorée par un bout et plus pâle de l'autre. Veille à ce que la farce fasse corps avec la pâte, de manière que le tout ne s'émiette pas, ne craque pas sous la dent, mais fonde dans la bouche, comme neige au printemps. Ce disant, Piétouk claquait de la langue et se pourléchait les babines. Que le diable l'emporte, il ne me laissera pas dormir, maugréa in petto Tchitchikov en remontant la couverture sur sa tête pour ne plus entendre. Précaution inutile. La voix de Piétouk perçait la couverture. Autour de l'esturgeon, tu disposeras des rondelles de betterave taillées en étoiles, des éperlans, des mousserons, et puis, tu sais, des navets, des carottes, des haricots, enfin, n'est-ce pas une garniture soignée? Ensuite, tu nous feras une panse de porc farcie. Mets-y un petit morceau de glace pour que la peau soit tendue à souhait. Piétouk commanda encore bien d'autres mets. Il répétait sans cesse à petit feu, n'est-ce pas? Bien arrosé, bien rissolé. Finalement, Tchitchikov s'endormit sur une dinde rôtie. Et je m'arrête là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous nous marquons une courte pause. Phew. Courte pause, je pense, parce que je suis bien dans le truc là. Donc j'ai envie de commencer un peu, de continuer sur cette lancée, disons. Euh, Franchement, je trouve ça sympathique. On a toujours ce côté humoristique des scènes et ainsi de suite, notamment par les escroqueries, par les comment appeler ça? Par les coups de Trafalgar. Enfin, c'est pas tellement ça, mais par les, j'ai plus le terme, c'est terrible. Par les petites mesquineries, les petites manigances de Tchitchikov. Je sais pas trop si on pourrait dire mesquinerie, mais quoique, des fois il apparaît moins gentil quand même, hein. En tout cas, voilà, on est toujours dans les manigances de Tchitchikov et du coup, ça a toujours cet effet un peu comique, etc. Ça continue d'être sympathique à lire, mais c'est un peu ce que je disais lors de la première partie de ce livre. Je trouve cette lecture sympathique, je la trouve facile à lire. Par contre, elle va pas entrer dans mon top favori ever de toutes mes lectures, etc. Parce que il n'y a pas un thème, il n'y a pas quelque chose qui vient me chercher suffisamment. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas tellement de développement d'histoire aussi. J'ai l'impression que ça devient un peu répétitif. À chaque fois, les manigances, les stratégies sont un peu différentes de la part de Tchitchikov. Mais quand même, on voit un schéma qui se répète encore et encore. Donc c'est vrai que je suis un peu mitigé là-dessus. Je suis un peu mitigé sur à quel point je trouve ça intéressant. Merci beaucoup l'écoute aux portes pour ton resub 32 mois d'affilée, c'est hallucinant. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Euh, mais voilà, grosso modo, je vais pas vous mytho, et je pense que ça sera un petit peu mon ressenti lorsque je ferai ma tier list de l'année. Je pense que les âmes mortes, ça sera sympa, mais jamais plus pour moi. Euh, un haut sympa, bas très bon, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, il me semble. Parce que voilà, c'est bien écrit, ça, on entre dedans facilement, c'est sympathique, c'est un peu amusant. Parfois, il y a des moments plus poétiques et plus réflexifs aussi qui sont assez intéressants. Mais c'est vrai que globalement, je sais pas, il n'y a pas une histoire pour me captiver quelque part. Il n'y a pas un truc, un thème ou une histoire où je me dis, ah, ça c'est giga intéressant, j'ai envie de voir comment ça se développe. Là, le développement est assez pauvre, je trouve, en soi.
Enfin voilà, en tout cas c'est mon goût personnel. Euh, Mon opinion personnelle plutôt. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire également? Un peu monotone au final, je trouve, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, les couteaux portes. C'est ça, c'est ça. Je pense que le mot est pas mal choisi, ouais. Monotone, ça va bien. C'est bien fait, mais y a qu'un truc à aller chercher presque, au final. Ouais, je trouve ça résume bien. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, voilà, il y a toujours des petits moments qui sont plus intéressants quand même. Là, j'ai cru qu'ils allaient peut-être un peu plus ouvrir sur le sujet de l'ennui, et je me suis dit que ça serait potentiellement un débat intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais j'aurais bien aimé parce que j'ai des anecdotes là-dessus dans ma vie perso qui sont parlantes et du coup ça m'aurait intéressé d'avoir un peu un discours sur l'ennui. Euh, moi je sais que quand j'avais je sais pas, 18 piges, donc il y a 10 ans, ça fait bizarre. Ouais, quand j'avais genre 18 ans ou quand j'étais ado quoi, euh, il y avait pas mal ce truc où je trouve que c'était très... moi, je pense que c'est beaucoup un truc d'adolescent au final. J'avais l'impression d'entendre autour de moi beaucoup de gens dire constamment je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. À tel point qu'au bout d'un moment, un pote qui me dit je m'ennuie, j'étais en mode mais... Genre il me demande ce que je fais et je lui dis je fais ça, et toi? Et il me dit je m'ennuie, rien, je m'ennuie. Et je suis en mode mais comment on peut s'ennuyer? Genre j'étais offusqué quoi, j'étais en mode mais comment on peut s'ennuyer? Il y a tellement de choses à faire. Entre guillemets, si je pousse le truc jusqu'au bout, entre guillemets, bouge-toi le cul. Bah ouais, il y a trop de choses à faire, comment on peut s'ennuyer? Et il m'avait répondu, ouais, mais toi aussi, on te donne un bout de papier et tu t'ennuies pas. Ce qui est pas faux. Donc, donc c'est sûr qu'on n'est pas égaux face à l'ennui non plus. Mais je trouve ça hyper intéressant et un discours sur l'ennui, j'aurais trouvé ça intéressant potentiellement. Surtout que mon avis sur l'ennui a potentiellement changé aussi, donc intéressant. J'aurais bien aimé un petit truc un peu philosophique sur l'ennui. C'est peut-être pas perdu, étant donné qu'a priori on va continuer à suivre ce nouveau personnage. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué, je vous avoue, là, pour la lecture. Il y a eu un dialogue notamment où il y a eu un enchaînement de myriades de personnages et j'étais un peu paumé. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour que ça reste compréhensible, j'espère que ça a été le cas. Et je vois que on a des gens qui nous rejoignent sur le Discord en parallèle. J'arrive pas à ne pas faire j'arrive pas à ne pas faire abstraction des notifications, c'est terrible. J'ai un peu cette maladie du siècle, n'est-ce pas? Donc merci à toi qui as rejoint Discord. Tu te reconnaîtras si tu es dans l'ombre de ce chat et il me semble que tu l'es. Bref, merci. Allez, sur ce, j'ai des yeux partout, je vois tout ce qui se passe. Et sur ce, on va poursuivre la lecture avec de nouveau 12-13 pages, un truc comme ça. Ce qui nous mènera vers la dernière pause de ce soir. Comment ça va se développer? J'ai l'impression qu'on va complètement partir de chez Pietuk et qu'on va plutôt se focaliser sur le duo Tchitchikov-Platonov. À voir, à voir. Nous allons le découvrir dans le prochain épisode qui a lieu maintenant. Bonne écoute à tous et à tout à l'heure. Chapitre 3, suite. Le lendemain, les invités se gavèrent à tel point que Platonov ne put monter à cheval. Son étalon fut reconduit par un palefrenier de Pietuk. Ils montèrent en calèche. Le chien au long museau suivit paresseusement. Lui aussi s'était empiffré. C'est par trop, dit Tchitchikov quand ils furent sortis de la cour. Et il ne s'ennuie pas, voilà le comble. Si j'avais comme toi 70 000 roubles à manger par an, songeait Tchitchikov, je ne saurais pas ce que c'est que l'ennui. Et dire que Mourassov, le fermier des eaux de vie, est affligé de 10 millions. Ça vous est égal de passer chez ma sœur et mon beau-frère. Je voudrais leur faire mes adieux. Avec grand plaisir, dit Tchitchikov. C'est le premier propriétaire de la région. Il tire, mon cher monsieur, 200 000 roubles de revenus annuels, d'un domaine qui n'en rapportait pas 20 000 il y a 8 ans. Ah,
C'est assurément un homme fort estimable. Je suis très curieux de faire sa connaissance. Comment s'appelle-t-il? Kostanjoglo. Ses prénoms? Constantin Fyodorovitch. Je serais ravi de le connaître. Étudier un tel homme ne peut être que profitable. Platonov se chargea de guider Sélifan, ce qui n'était pas de trop, car celui-ci tenait à peine sur son siège. Petrouchka dégringola 2 fois de la calèche, il fallut le ficeler. Quelle brute, répétait Tchitchikov. Et du coup, je me suis trompé de personnage, c'était Platonov qui parlait tout à l'heure de son beau-frère. Excusez-moi. Regardez, dit Platonov. Voici les terres de mon beau-frère qui commencent. C'est un tout autre aspect. Effectivement, à travers la glèbe apparaissait un semis de jeunes arbres, droits comme des flèches, d'autres à leur suite un peu plus haut, puis une haute futée. Ils traversèrent ensuite des champs où les blés s'annonçaient magnifiques, puis de nouveau des terrains boisés où les arbres se succédaient dans le même ordre, des plus jeunes aux plus âgés. Nos voyageurs franchirent, comme des enceintes, 3 zones ainsi disposées. Voyez, il obtient en 8 ou 10 ans un résultat que les autres n'acquièrent point en 20 ans. Comment s'y prend-il? Demandez-le lui. C'est un agronome hors ligne. Non content de connaître le sol, il sait le voisinage qui convient, quels arbres profitent à telle culture. Tout chez lui sert à plusieurs fins. À part leur utilité propre, les bois procurent une certaine humidité à ces champs, ainsi que leur parure et l'engrais de leurs feuilles. Que la sécheresse, la disette règnent aux environs, il n'en souffre jamais. C'est dommage que je ne sois pas ferré là-dessus, et ne sache pas raconter. Il y a chez lui de ces choses. On le traite de sorcier, mais tout cela est bien ennuyeux. En effet, c'est un homme étonnant, se disait Tchitchikov. Par malheur, ce jeune homme est superficiel et ne sait pas raconter. Le bourg apparut enfin, étalant ses nombreuses isbas sur 3 hauteurs couronnées de 3 églises. D'énormes meules s'offraient partout au regard. On voit bien, songeait Tchitchikov, que c'est ici la résidence d'un gros bonnet de la culture. Les isbas étaient toutes solidement bâties, les rues larges, les chariots neufs, solides. Les moujiks rencontrés avaient l'air intelligent, les bêtes à cornes étaient des sujets d'élite, les porcs même avaient un vague air de noblesse. Là, sans doute, vivaient ces paysans, qui, comme dit la chanson, ramassent l'argent à la pelle. Pas de parc anglais, pas de pelouse avec toutes sortes de fioritures, mais, à l'ancienne mode, une avenue formée de granges et de magasins s'étendait jusqu'au manoir, afin que le maître pût voir tout ce qui se faisait autour de lui. Sur le toit élevé se dressait une sorte de belvédère destiné non à l'ornement ou à la vue, mais à la surveillance des travailleurs dans les champs éloignés. Les arrivants furent accueillis par des serviteurs alertes, bien différents de l'ivrogne Petrouchka, quoiqu'ils portassent en guise de frac des casaques de drap bleu de fabrication domestique. La dame du lieu accourut au perron. Radieusement belle, le teint de lys et de rose, elle ressemblait à Platonov comme 2 gouttes d'eau, avec cette seule différence qu'elle n'était pas indolente comme lui, mais gaie et communicative. « Bonjour, frère, je suis heureuse de te voir. Constantin n'est pas à la maison, mais il ne tardera guère à venir. »« Où est-il ?»« Il a affaire au bourg, » dit-elle en faisant entrer ses hôtes. Tchetchikov examinait avec curiosité la demeure de cet homme extraordinaire qui tirait de son domaine 200 000 roubles de revenus. Il pensait inférer du logis les qualités du maître, comme d'après un coquillage on reconstitue l'huître ou l'escargot qui y a jadis séjourné et laissé son empreinte. Mais le logis ne laissait rien deviner. Les pièces étaient toutes simples, vides même, ni fresques, ni tableaux, ni bronzes, ni fleurs, ni étagères chargées de porcelaine. Pas même de livres. En un mot, tout montrait que la vie de l'être qui habitait ici s'écoulait plutôt dans les champs qu'entre 4 murs, qu'il ne méditait pas ses idées à l'avance, confortablement installé au coin du feu dans un bon fauteuil, mais qu'elles lui venaient à l'esprit sur le théâtre de l'action et se transformaient en actes là où il les avait conçus. Dans les pièces, Tchitchikov put seulement observer les traces d'un travail féminin. Sur les tables et les chaises se trouvaient des planches en tilleul, où l'on avait mis à sécher les pétales de diverses fleurs. « Quelles sont ces saletés étalées, ma sœur » dit Platonov. « Comment des saletés » répliqua la maîtresse de maison. « Tiens, voici le meilleur remède contre la fièvre. L'année dernière, nous avons guéri avec ça tous nos paysans. Ces herbes-ci feront d'excellentes liqueurs. Celles-là aromatiseront les conserves. Vous vous moquez toujours des confitures et des conserves, mais ensuite, quand vous les dégustez, vous en faites l'éloge. » Platonov s'approcha du piano, examina la musique. « Mon Dieu, quelle vieillerie! N'as-tu pas honte, ma sœur ? » « Mille pardons, mon frère, mais je n'ai pas de temps à perdre.
J'ai une fille de 8 ans, et, ne t'en déplaise, je ne la confierai pas à une institutrice étrangère uniquement pour consacrer mes loisirs à la musique. Comme tu es devenu maussade, ma parole, dit Platonov en gagnant la fenêtre. Ah, le voici s'écria-t-il. Tchitchikov se précipita vers la fenêtre et aperçut un homme de 40 ans, vif, basané, portant casquette de velours et veste en poil de chameau. On voyait qu'il ne songeait pas à sa toilette. À ses côtés cheminaient, la casquette à la main, deux individus de basse condition, qui s'entretenaient avec lui. L'un d'eux était un simple paysan, l'autre un accapareur, et aigrefin de passage, en cafetan bleu. Tous trois s'arrêtèrent près du perron, leur conversation parvint à l'intérieur. Rachetez-vous plutôt à votre seigneur, je vous prêterai l'argent, vous me payerez en corvée. Non, Constantin Fyodorovitch, à quoi bon se racheter? Prenez-nous. Chez vous, on apprend à se bien conduire. Par malheur, à présent, impossible de se retenir, les cabaretiers vous servent de ces ratafias. Après un petit verre, on a envie d'en avaler un quarto entier. On n'a pas le temps de se reconnaître qu'il ne vous reste plus un sou. Les tentations abondent. C'est le malin qui doit mener le monde, ma parole. On met tout en œuvre pour dérouter le pauvre peuple, le tabac et le reste. Que voulez-vous, Constantin Fyodorovitch? L'homme est faible et ne peut résister. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Chez moi, on n'est pas libre. Il est vrai que d'emblée, on reçoit tout, vache et cheval. En revanche, je suis exigeant comme personne. Avant tout, il faut travailler, pour soi ou pour moi, mais je ne permets à personne de fainéanter. Je travaille moi-même comme un bœuf, et mes paysans aussi, car j'en ai fait l'expérience, l'ami. C'est quand on est désœuvré que les bêtises vous viennent à l'esprit. Discutez tout cela entre vous, avant de prendre une décision. Nous en avons déjà discuté, Constantin Fyodorovitch. Les vieux le disent bien. Chacun de vos paysans est riche, ce n'est pas pour rien. Et puis vos prêtres sont si compatissants. On nous a pris les nôtres. Il n'y a plus personne pour enterrer les gens. Pourtant, on va encore en causer avec tes commettants. Entendu. Voyons, Constantin Fyodorovitch, soyez gentil. Faites une diminution. Reprit de l'autre côté l'accapareur en cafetan bleu. Je n'aime pas marchander, je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas de ces propriétaires chez qui tu arrives la veille d'une échéance. Car je vous connais, toi et tes pareils. Vous possédez des listes de débiteurs avec la date des paiements. C'est bien simple. Pressé par l'échéance, on te cède à moitié prix ce dont tu as envie. Mais moi, qu'ai-je besoin de ton argent? Je puis garder mes produits 3 ans, je ne dois rien au crédit foncier. Très juste, Constantin Fyodorovitch. Ce que j'en disais, c'était seulement pour entrer en relation avec vous. Tenez, voici 1000 roubles d'art. L'accapareur tira de sa poitrine une liasse de billets graisseux. Kostanjoglo les prit flegmatiquement et les fourra, sans les compter, dans la poche de derrière de sa redingote. Soncha Tchitchikov. On dirait un mouchoir de poche. Kostanjoglo parut au seuil du salon. Son teint basané, ses cheveux noirs rêches, prématurément grisonnants par places, la vivacité de son regard et un certain cachet atrabilaire, qui décelait un sang fougueux et une origine méridionale, surprirent encore davantage Tchitchikov. Il n'était pas tout à fait russe, mais ignorait l'origine de ses ancêtres, ne s'occupant pas de sa généalogie, chose d'après lui superflue et sans valeur pratique. Il se croyait russe, et ne connaissait pas d'autre langue que le russe. Platonov présenta Tchitchikov. Les deux hommes se donnèrent l'accolade. Pour guérir mon hypocondrie, Constantin, j'ai l'intention de voyager, dit Platonov. Et Pavel Ivanovitch m'a proposé de l'accompagner. Parfait, fit Constant Yoglo. Où pensez-vous aller? Poursuivit-il en s'adressant avec bienveillance à Tchitchikov. Je l'avoue, dit Tchitchikov, la tête gracieusement penchée de côté, tout en caressant le bras du fauteuil. Je voyage en attendant moins pour mes besoins que pour ceux d'autrui. Le général Betritchev, mon ami intime, et, je puis dire, mon bienfaiteur, m'a demandé de visiter ses parents. Les parents, certes, ont leur importance, mais j'y trouve aussi mon compte, car sans parler du profit au point de vue de l'hygiène, voir le monde et ses vicissitudes constitue comme un livre vivant, une science expérimentale. Oui, certains endroits sont bons à voir. Vous avez bien raison. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Telle conversation est parfois un trésor, comme par exemple l'occasion qui se présente en ce moment. J'ai recours à vous, respectable Constantin Fyodorovitch. Instruisez-moi, enseignez-moi, étanchez ma soif de connaître.
j'attends vos paroles comme une manne. » « Mais que puis-je vous apprendre » dit Costantioglou, gêné. « Je ne suis guère instruit. »« La sagesse, cher monsieur, la sagesse, l'art de manœuvrer le difficile gouvernail d'une exploitation rurale, de se faire de solides revenus, d'acquérir des biens réels et non imaginaires, en remplissant ainsi son devoir de citoyen, en méritant l'estime de ses compatriotes. »« Savez-vous, dit Costantioglou, en le regardant tandis qu'il réfléchissait, « passez une journée chez moi, je vous montrerai comment tout fonctionne. Vous verrez qu'il n'y a rien là de sorcier. »« Mais oui, restez, dit la maîtresse de maison, qui s'adressant à son frère ajouta, « Reste avec nous, rien ne te presse. »« Ça m'est égal. Qu'en pense Pavel Ivanovitch ? » ?»« Moi de même, je resterai avec grand plaisir. Seulement voici, un parent du général Betritchev, un certain colonel Kochkariov, mais il est toqué. Ça se peut bien. Je ne serais pas allé le voir, mais le général Petritchev, mon ami intime et je puis dire mon bienfaiteur, dans ce cas c'est bien simple, dit Costantioglou. Allez le trouver. Il n'y a pas diverses affaires. Mon cabriolet est attelé. Allez-y tout de suite. Vous serez de retour pour le thé. Excellente idée, s'écria Tchitchikov en prenant son chapeau. Il monta en cabriolet et une demi-heure plus tard arriva chez le colonel. Tout le village était bouleversé, des bâtisses en construction, des tas de chaux, de briques et de poutres dans toutes les rues, une rangée de maisons qui ressemblaient à des bureaux. Sur l'une d'elles était écrit en lettres d'or « Dépôt des machines agricoles », sur une autre « Comptabilité centrale », ensuite « Comité des affaires rurales, école d'enseignement normal des villageois ». Dieu sait quoi encore. Tchitchikov trouva le colonel dans le bureau du domaine, debout devant un pupitre, la plume entre les dents. Kochkariov, qui semblait un excellent homme, des plus affables, l'accueillit fort gracieusement et se mit à lui exposer le mal qu'il avait eu pour amener la propriété à son état de prospérité actuel. Il se plaignit, avec componction, de la difficulté de faire comprendre aux rustres les jouissances supérieures que procurent à l'homme le luxe éclairé, l'art, la peinture. Il n'avait pas encore pu obtenir que les villageoises portassent des corsets, alors qu'en Allemagne, où il avait campé avec son régiment en 1814, la fille d'un meunier savait même toucher du piano. Pourtant, malgré l'entêtement de l'ignorance, il arrivait à ce que le paysan de son village lût, tout en labourant, les Géorgiques, ou bien quelques ouvrages sur les paratonnerres de Franklin, ou sur l'analyse chimique des terrains. « Conzi, songeait Tchitchikov, et moi qui n'ai pas encore trouvé le temps d'achever la duchesse de la Vallière. » Le colonel s'étendit encore longuement sur les moyens d'amener les gens à la prospérité. Le costume avait à ses yeux une grande importance. Il répondait sur sa tête qu'il suffirait de faire porter aux moujiks russes des pantalons à l'européenne pour que les sciences progressassent, que le commerce fleurît et qu'un âge d'or commençât en Russie. Tchitchikov écoutait patiemment en regardant Kochkariov dans les yeux. Enfin, il se dit « Avec ce bonhomme, inutile de se gêner. » Incontinent, il lui déclara avoir besoin de certaines âmes, en passant des contrats en bonne et due forme. « Autant que j'en puis juger d'après vos paroles, dit le colonel sans s'émouvoir, il s'agit d'une requête, n'est-ce pas ? Parfaitement. Dans ce cas, exposez-la par écrit. La requête ira au bureau des rapports, qui me l'adressera à noter. Après quoi, on l'enverra au comité des affaires rurales. De là, une fois corrigé, au régisseur. Celui-ci, de concert avec le secrétaire. De grâce, s'écria Tchitchikov. Ça va traîner Dieu sait combien de temps. Et comment traiter cela par écrit ? Il s'agit d'une affaire de telle nature. Les âmes sont en une certaine mesure défuntes. Très bien. Écrivez que les âmes sont en une certaine mesure défuntes. Impossible. Tout en étant mortes, il faut qu'elles paraissent vivantes. Bien. Écrivez alors, il faut, on exige, on veut, on désire qu'elles paraissent vivantes. Cette procédure est indispensable. Témoin l'Angleterre et Napoléon lui-même. Le commissionnaire va vous conduire partout. Il sonna. Un individu parut. C'était le secrétaire. Secrétaire, appelez-moi le commissionnaire. Survint le commissionnaire, moitié paysan, moitié commis. Il va vous conduire aux endroits les plus nécessaires. Par curiosité, Tchitchikov se décida à aller voir avec le commissionnaire ces endroits indispensables. Le bureau des rapports n'existait que sur un écriteau. La porte était fermée. Son directeur, Krouliov, ayant été transféré à la commission des bâtiments, commission récemment constituée. Le valet de chambre, Bezerovski, occupait sa place, mais était lui aussi en service commandé par la commission des bâtiments. Ils s'informèrent au comité des affaires rurales. Ce département était en voie de transformation.
Un ivrogne réveillé ne put fournir aucun renseignement. « Chez nous, c'est une vraie pétaudière, dit enfin le commissionnaire à Tchitchikov. On mène monsieur par le bout du nez. La commission des bâtiments se mêle de tout. Elle enlève les gens à leur travail, pour les envoyer où bon lui semble. Il n'y a de profit que pour les membres de cette commission. » Le commissionnaire en voulait, comme on voit, à la commission des bâtiments. Tchitchikov ne désira pas en voir davantage. De retour, il dit au colonel qu'il ne comprenait rien à tout ce gâchis. Le bureau des rapports n'existait pas, et la commission des bâtiments était un repère de brigands. Le colonel, saisi d'une noble indignation, serra fortement la main à Tchitchikov en signe de reconnaissance. Prenant aussitôt une plume, il écrivit 8 questions impératives. De quel droit la commission des bâtiments avait-elle disposé arbitrairement de fonctionnaires qui ne lui étaient pas subordonnés? Comment le directeur général pouvait-il admettre qu'un chef de bureau s'absentât sans avoir délégué ses fonctions? Comment le comité des affaires rurales pouvait-il voir d'un œil indifférent l'inexistence du bureau des rapports? Quel beau grabuge ça va faire, se dit Tchitchikov qui voulut aussitôt prendre congé. Non, je ne vous laisserai pas partir comme cela. Mon amour-propre est en cause. Je vous montrerai ce que signifie une organisation rationnelle de l'économie rurale. Votre affaire va être confiée à un homme qui vaut tous les autres. Il sort de l'université. Voilà les serres que j'ai. Pour ne pas perdre un temps précieux, je vous prie d'attendre dans la bibliothèque, dit le colonel, en ouvrant une porte latérale. Il y a du papier, des plumes, des crayons. Profitez-en, vous êtes le maître. Les lumières doivent être accessibles à tous. La bibliothèque était une immense salle, garnie de livres du haut en bas. Il s'y trouvait même des animaux empaillés. Les livres se rapportaient à toutes les branches, sylviculture, élevage, horticulture. Des revues spéciales sur tous les sujets, de celles auxquelles on s'abonne seulement par ordre, mais que personne ne lit. Voyant que tous ces ouvrages n'offraient rien d'attrayant, Tchitchikov chercha dans une autre armoire. Nouvelle déception. C'étaient des livres de philosophie. 6 énormes tomes s'offrirent à lui sous le titre de « Introduction préparatoire dans le domaine de la pensée »,« Théorie de la généralité, de la concomitance et de l'essence appliquée à l'intelligence des principes organiques de la dissociation réciproque de la productivité publique ». À chaque page où Tchitchikov ouvrait le livre, il était question de phénomènes, d'évolution, d'abstraction, d'aperception, d'idiosyncrasie, de Dieu sait quoi encore. « Ce n'est pas pour moi, » dit Tchitchikov en se tournant vers une 3e armoire. Elle contenait des ouvrages sur les beaux-arts. Pavel Ivanovitch dénicha un gros volume dont les gravures licencieuses à sujet mythologique l'attirèrent. Ce genre de gravure plaît aux célibataires d'un certain âge, et parfois aux vieillards qui s'excitent à la vue des ballets et autres spectacles pimentés. Ayant terminé l'examen de ce livre, Tchitchikov allait en prendre un autre du même genre, lorsque parut le colonel Kochkariov, l'air radieux, un papier à la main. « Tout est fait et très bien fait. L'homme dont je vous parlais est un véritable génie. Aussi je le mets au-dessus de tous, et je fonderai pour lui seul tout un ministère. Regardez quel esprit lumineux, et comme il a tout résolu en quelques minutes. » Dieu soit loué, songea Tchitchikov qui s'apprêta à écouter. Le colonel commença à lire. Après avoir médité sur la mission dont votre seigneurie m'a chargé, etc., j'ai l'honneur de déclarer. Petit 1, la requête de monsieur le conseiller de collège Pavel Ivanovitch Tchitchikov renferme un malentendu, car par inadvertance les âmes recensées y sont qualifiées de mortes. Il entend probablement par là les âmes proches de la mort mais non mortes. Cette appellation même dénote une instruction empirique, sans doute bornée à une école paroissiale, car l'âme est immortelle. Le coquin, dit Kochkariov avec complaisance en s'arrêtant. Il vous a égratigné quelque peu. Mais quelle plume alerte, avouez-le. En second lieu, il n'existe pas dans le domaine d'âmes recensées libres d'hypothèque, proches de la mort ou non, car toutes sans exception ont été non seulement engagées, mais réengagées avec une majoration de 150 roubles par tête, hormis le petit village de Gourmaïlovka, qui se trouve contesté par suite d'un litige avec le propriétaire Preditchev, et sur lequel il y a par conséquent opposition selon avis publié dans le numéro 42 de la Gazette de Moscou. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Pourquoi m'avoir retenu pour des bagatelles? S'écria Tchitchikov avec humeur. Mais il fallait que vous vissiez tout cela dans les formes voulues. Autrement ça ne compte pas. Le premier imbécile venu peut voir les choses inconsciemment, mais il importe d'en prendre conscience. Pavel Ivanovitch, en colère, sauta sur son chapeau et, sans égard aux convenances, gagna la porte. Le cocher stationnait avec le cabriolet prêt à partir, sachant qu'il était inutile de dételer, car il eût fallu demander par écrit de nourrir les chevaux,
et la décision ne serait intervenue que le lendemain. Pourtant, le colonel accourut, prit de force la main de Tchitchikov, la serra contre son cœur, le remercia de lui avoir fourni l'occasion de voir fonctionner la procédure. Il fallait secouer les gens et les réprimander, car tout peut sommeiller, et les ressorts de la direction se rouillent et s'affaiblissent. Cet événement lui avait inspiré une heureuse idée, celle de fonder une nouvelle commission, qui s'intitulerait Commission de surveillance de la commission des bâtiments. De la sorte, personne n'oserait plus voler. Et je m'arrête là pour la deuxième partie de lecture de ce soir. Petite pause, les amis. Bon, je m'excuse, je bafouille pas mal ce soir. Si je suis honnête, je pense que c'est un peu la chaleur là qui me frappe la cervelle. Franchement, je sens que j'ai un mal de crâne qui est en train de poindre. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux jusqu'à la fin du chapitre malgré tout. J'espère que vous arrivez à suivre quand même. Parce que, au-delà du fait que j'ai quelques difficultés, le texte aussi est un peu plus complexe, un peu plus dans tous les sens, je dirais. On a énormément de personnages et on a surtout des micro-aventures qui se suivent les unes les autres. En général, sur un chapitre, on a plutôt une grosse péripétie, on va dire. Là, c'est des tas de micro-aventures avec à chaque fois un personnage différent ou deux. Donc c'est beaucoup plus compliqué à suivre, je trouve. D'autant que, encore une fois, je m'excuse, mais les noms propres à consonance russe, c'est vraiment difficile pour moi. Donc voilà, ça vient un petit peu aussi handicaper ma fluidité de lecture. Mais bon, j'espère que dans tous les cas, vous arrivez à suivre, à apprécier. Je suis d'accord avec toi, l'écoute aux portes, c'est ce que j'allais dire. Les dernières lignes faisaient penser à Kafka avec l'administratif. Je trouve qu'il y a vraiment ça. Peut-être avec un côté moins absurde. Comment dire? Chez Kafka, il y a peut-être plus le côté absurde, angoissant. Quelque chose de cet ordre-là. Là, on est plus sur de l'absurde comique. Donc au final, je trouve que sur ce chapitre 3 précisément, j'ai l'impression que le texte, depuis le tout début, n'a jamais autant eu un ton comique. Et du coup, bah, je pense aussi que je commence à moins l'apprécier pour ça, parce que je trouve que c'est un peu moins bien fait. C'est peut-être un peu moins subtil, un peu moins fin. C'est un peu plus avec mes gros sabots et venez, regardez, je me moque de celui qui veut à tout prix passer par les administrations et, euh, et faire et suivre toutes les démarches exactement, etc., etc. Bref, Euh, je pense aussi que c'est moins subtil et plus cousu de fil blanc et du coup moins surprenant, moins rigolo, moins agréable. Enfin, moins rigolo. Moins bien fait, on va dire. C'est justement la brièveté de ces chapitres, enfin de ces passages, la brièveté de ces actions qui commencent et se terminent en à peu près 4-5 pages. Donc bon, je trouve que le rythme est assez effréné là sur le chapitre du jour. Et c'est pas évident. Je vous avoue, c'est pas évident. J'imagine que nous allons du coup maintenant récupérer les personnages que nous avons laissés auparavant. Parce que du coup, il y a plein d'histoires enchâssées. Et du coup, j'imagine qu'on va retourner pour le dîner, je crois, chez le beau-frère de... J'ai plus les noms. Je galère avec les noms. Mais du coup, chez le mec, chez le propriétaire le plus riche, qui est le beau-frère du mec qui s'ennuie tout le temps. En gros. J'ai l'impression qu'on va retrouver ces personnages-là. En somme, c'était qu'une petite incartade. Mais c'est vrai que ouais, je trouve ça beaucoup plus dur à suivre du coup. Je commence à comprendre peut-être le commentaire que je voyais souvent sur internet, je vous en avais parlé, qui disait que bah, y avait beaucoup moins de génie littéraire entre guillemets dans la deuxième partie que dans la première. En même temps,
c'est difficile d'en vouloir à l'auteur, étant donné que, encore une fois, je répète, la deuxième partie, bah, elle n'est pas terminée. C'est une compilation de fragments de texte qui ont été publiés à titre posthume. Donc difficile dans ces conditions, je trouve, d'en vouloir à l'auteur et de pouvoir même juger de la qualité de ce travail-là, étant donné que c'est un travail pas terminé. Donc bon, pas terminé, pas fignolé, pas validé par l'auteur. Donc bon. C'est pour ça aussi que j'hésitais beaucoup à faire cette lecture de la deuxième partie. Le début de deuxième partie m'avait beaucoup intéressé. Là, je trouve, voilà, ça commence à me larguer un petit peu, je dois avouer. Donc, vu qu'on est assez proche de la fin quand même du livre, je commence aussi à me dire qu'il va vraiment pas y avoir de développement d'histoire encore une fois. Et en plus, vu que c'est à nouveau quelque chose de publié à titre posthume, tout ça, je pense vraiment que l'histoire va s'arrêter au milieu de nulle part, qu'il n'y aura pas vraiment de fin et ainsi de suite. Donc ouais, je pense que la fin a un potentiel déceptif assez important. Mais bon, encore une fois, on va essayer de se dire qu'il y a des bonnes raisons à cela et que voilà, malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est assez logique. Bref, vu qu'il fait chaud, vu qu'il fait chaud, on va dire de façon insupportable, je préfère me remettre à la lecture le plus vite possible et essayer d'avoir fini le plus vite possible. Donc, je suis reparti. Je te souhaite encore une bonne écoute, les côtes aux portes. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis cette fois-ci à tout à l'heure pour l'outro du live. Il nous reste 13 pages. On est tipard. Chapitre 3, suite et fin. Tchitchikov revint de méchante humeur de son expédition. Il était tard, les bougies brûlaient depuis longtemps. « Pourquoi êtes-vous si en retard » demanda Kostanyoglo lorsqu'il parut sur le seuil. « De quoi avez-vous discuté si longtemps avec lui » s'informa Platonov. « De ma vie, je n'ai vu un pareil imbécile » répondit Tchitchikov. « Ce n'est encore rien » observa Kostanyoglo. « Koshkaryov est un phénomène consolant. Il sert à refléter sous une forme caricaturale les absurdités de nos beaux esprits, qui, sans connaître leur affaire, s'entichent d'extravagances empruntées ailleurs. Voilà où en sont les propriétaires de notre époque. Ils ont fondé des bureaux, des manufactures, des écoles, et Dieu sait quoi encore. On s'était relevé après l'an 12, et maintenant c'est à qui bouleversera tout. Un bouleversement pire que celui des Français, puisqu'à présent, un Pierre Petrovitch Pietouk peut passer pour un bon propriétaire. Mais lui aussi a hypothéqué son bien, dit Tchitchikov. Eh oui, tout va au crédit foncier. Ce disant, Kostanjoglo commença à s'échauffer. On monte des chapelleries, des chandelles-ries, on fait venir des ouvriers de Londres, on devient trafiquant. Un gentilhomme se fait manufacturier, fabriquer des mousselines pour les donzelles de la ville. Mais toi aussi tu as des fabriques, objecta Platonov. À qui la faute? Elles se sont créées d'elles-mêmes. La laine s'accumulait, impossible de l'écouler. Je me suis mis à tisser des draps épais, grossiers, comme il en faut à mes paysans. On les achète sur place à bon marché. Depuis 6 ans, les pêcheurs rejetaient sur ma rive des écailles de poisson. Que pouvais-je en faire? Je me suis mis à fabriquer de la colle, ce qui m'a rapporté 40 000 roubles, et il en est de même pour tout. Quel gaillard, songea Tchitchikov en le regardant dans le blanc des yeux. Il s'entend à faire sa pelote. Et si je me suis décidé à ces opérations, c'est parce qu'autrement de nombreux travailleurs seraient morts de faim, la récolte étant mauvaise, grâce à messieurs les industriels qui avaient négligé leur semaille. Des fabriques comme ça, il n'en manque pas chez moi, beau-frère. Chaque année, il y en a une nouvelle, suivant les déchets accumulés. Qui suit attentivement la marche de son exploitation peut tirer parti de chaque rebut, que l'on rejette en disant inutile. Car je ne construis pas, pour employer ces déchets, des palais à colonnes et frontons. C'est surprenant. Le plus étonnant, c'est que chaque rebut puisse rapporter, dit Tchitchikov. Oui, mais à condition de prendre la chose simplement telle qu'elle est. Par malheur, chacun veut être mécanicien, chacun veut ouvrir la cassette avec un outil, alors qu'elle s'ouvre tout bonnement.
et on fait tout exprès le voyage d'Angleterre. Imbécile. Comme si l'on ne revenait pas 100 fois plus bête d'un voyage à l'étranger. » Sur ce, Costanjoglo cracha d'indignation. « Ah, Constantin, te voilà de nouveau en colère, » lui dit sa femme inquiète. « Tu sais pourtant bien que cela te fait du mal. » Comment pareille chose n'indignerait-elle pas un cœur russe? Le caractère russe se gâte, et c'est déplorable. Le voici maintenant imprégné de don quichotisme, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. A-t-on les lumières pour marotte? On devient un Don Quichotte de l'instruction. On ouvre des écoles, dont un imbécile n'aurait pas l'idée. Il en sort des propres ariens, aussi bien pour la ville que pour la campagne, des ivrognes ayant le sentiment de leur dignité. Ça donne-t-on à la philanthropie? On devient un Don Quichotte de l'altruisme, on dépense 1 million à construire d'absurdes hôpitaux, des bâtiments à colonnes, on se ruine, et on réduit les autres à la besace. La belle philanthropie, vraiment. Tchitchikov ne s'intéressait pas à l'instruction. Il aurait voulu connaître en détail la manière dont chaque rebut produisait des revenus. Mais Kostanjoglo ne lui laissa pas placer un mot. Il ne pouvait retenir les propos atrabilaires qui s'échappaient de ses lèvres. On se demande comment éclairer le paysan. Enrichissez-le d'abord. Faites-en un bon cultivateur, après quoi il s'instruira lui-même. Vous ne pouvez vous imaginer combien le monde est devenu stupide. Qu'écrivent maintenant nos gratte-papier? Car dès qu'on publie un livre, tous se jettent dessus. Voici ce qu'on dit couramment. Le paysan mène une vie par trop simple. Il faut lui faire connaître les objets de luxe, lui inspirer des besoins supérieurs à sa condition. Eux-mêmes, grâce à ce luxe, sont devenus des chiffres, en proie à toutes sortes de maladies, et il n'y a pas de jouvenceau de 18 ans qui n'ait goûté à tout. Et quoi? Vous n'avez plus de dents, vous voilà chauve comme une vessie, et pour cela vous voulez maintenant contaminer nos paysans? Grâce à Dieu, il nous reste au moins une classe saine qui ignore tous ces raffinements. Le laboureur est ce qu'il y a de plus respectable chez nous. Pourquoi y touchez-vous? Plaise au ciel que tous lui ressemblent. Ainsi, vous estimez qu'il est plus lucratif de se livrer à l'agriculture? Demanda Tchitchikov. Plus légitime, sinon plus avantageux. Tu travailleras la terre à la sueur de ton front, est-il dit. Il n'y a pas à ergoter. L'expérience des siècles démontre que dans l'état agricole, l'homme est plus moral, plus pur, plus noble. Je ne prétends pas qu'il ne faille rien faire d'autre. J'estime seulement que l'agriculture doit se trouver à la base de tout. L'industrie se développera d'elle-même, celle du moins qui a sa raison d'être, qui répond aux besoins immédiats de l'homme, et non à ces raffinements qui amollissent les gens d'aujourd'hui. Pas de ces usines qui, pour se maintenir et écouler leurs produits, recourent à des moyens répugnants, démoralisent et corrompent le pauvre peuple. Jamais je n'introduirai chez moi, quoi qu'on dise en leur faveur, et dussé-je y perdre 1 million, de ces fabrications qui développent des besoins raffinés. Non, non, pas de sucre, pas de tabac. Si la corruption envahit le monde, que ce ne soit pas mon œuvre. Il me suffit d'avoir raison devant Dieu. Voilà 20 ans que je vis avec le peuple. Je connais les conséquences de ces fléaux. Ce qui m'étonne le plus, insinua Tchitchikov, c'est qu'en sachant s'y prendre, on utilise les déchets et que tout rebut puisse rapporter. Ah oui, les économistes, dit Kostanjoglo, sans l'écouter et avec une expression sarcastique. De fameux imbéciles, qui emmènent d'autres et ne voient pas plus loin que leur nez. Des ânes qui montent en chair et mettent des lunettes. Tas d'idiots. Et de colère, il cracha de nouveau. Tu as parfaitement raison. Seulement ne te fâche pas, je t'en supplie, lui dit sa femme. Comme si on ne pouvait pas parler de tout cela sans sortir des gonds. En vous écoutant, respectable Constantin Fyodorovitch, on pénètre pour ainsi dire le sens de la vie, on va jusqu'au fond des choses, mais laissant de côté les questions générales, permettez-moi d'attirer votre attention sur un cas particulier. En supposant que, devenu propriétaire, je veuille m'enrichir en peu de temps, pour remplir ainsi mon devoir de citoyen, comment devrais-je m'y prendre? Comment s'y prendre pour s'enrichir? Reprit Kostanjoglo. Voici comment. Allons souper, dit la maîtresse de maison, qui se leva et s'avança au milieu de la pièce, en s'enveloppant frileusement d'un châle. Tchitchikov se leva avec une agilité presque militaire, l'aborda avec la galanterie d'un homme du monde, lui offrit le bras, et la conduisit cérémonieusement dans la salle à manger, où la soupière découverte attendait déjà, exhalant la savoureuse odeur des légumes frais. Chacun prit place. Les domestiques servirent lestement tous les plats à la fois, dans des récipients fermés avec les accessoires, et se retirèrent. Kostanjoglo n'aimait pas qu'ils écoutassent les conversations, et encore moins qu'on le regardât manger. Après le potage, Tchitchikov avala un petit verre d'une excellente boisson qui ressemblait au tokay, et dit à l'amphitryon « Permettez-moi de reprendre notre conversation interrompue. Je vous demandais comment s'y prendre, quelle était la meilleure manière.
Un domaine dont je lui donnerais sans hésiter 40 000 roubles, s'il les demandait. Pardon. Alors là, je suis pas sûr de moi. Je regarde si je peux trouver l'information, mais je suis pas sûr de moi. Attendez. 467. Ok. Faut que je regarde dans les notes en fait, mais il me semble qu'il y a un passage qui n'existe pas ici. 367. Lacune dans le texte, on nous dit. Ok. Donc a priori, ce passage-là, je vous rappelle, c'est un texte. C'est des fragments de texte qui ont été publiés à titre posthume. Donc ce passage-là manque. Et on reprend donc sur un domaine dont je lui donnerais sans hésiter 40 000 roubles s'il les demandait. Tchitchikov se mit à songer. Mais pourquoi ne l'achetez-vous pas vous-même proféra-t-il avec une certaine timidité. Il faut savoir se borner. J'ai déjà assez de soucis comme ça. Et nos obéraux déblatèrent contre moi, prétendant que je profite de leurs embarras et de leur ruine pour acheter des terres à vil prix. J'en ai par-dessus la tête. Comme les gens sont enclins à la médisance, dit Tchitchikov. Et, dans notre province, plus qu'ailleurs, on ne m'appelle pas autrement que Ladre, Grigou et Fesse-Mathieu. Ces messieurs s'excusent en tout. Je me suis ruiné, certes, dit un tel, mais c'est pour avoir satisfait aux besoins supérieurs de la vie, pour avoir encouragé les industriels, entendez les fripons. Bien sûr, on peut vivre comme un porc à la façon de Kostanjoglo. Je voudrais bien être un porc de ce genre, dit Tchitchikov. Tout cela est absurde. Quel besoin supérieur? Qui trompe-t-il? Ils ont des livres, mais ne les lisent pas. Tout finit par les cartes et par le champagne. Et tout cela, voyez-vous, parce que je ne donne pas de dîner et ne leur prête pas d'argent? Je ne donne pas de dîner parce que cela m'ennuierait. Je n'en ai pas l'habitude. Quiconque vient partager mon repas est le bienvenu. Quant au refus de prêter de l'argent, ce sont des racontards. Un individu réellement gêné peut s'adresser à moi, m'expliquer en détail à quoi il destine mon argent. Si je vois d'après ses paroles qu'il en fera bon usage, qu'il en retirera un véritable profit, je ne refuse jamais et ne prends même pas d'intérêt. Hé hé, c'est bon à savoir, songea Tchitchikov. Non, je ne refuse jamais, poursuivit Kostanjoglo. Mais gaspiller de l'argent, j'en suis incapable. Sacrebleu, un tel régal, sa maîtresse, meuble une maison avec extravagance, ou bien court les bals masqués avec une gueuse, commémore par un jubilé une vie inutile, et il faudrait avancer des fonds à ce gaillard. À ce moment, Kostanjoglo cracha et faillit proférer des paroles inconvenantes en présence de sa femme. Une teinte de noire mélancolie assombrit son visage. Son front se sillonna de rides qui décelaient sa colère et l'agitation de sa bile. Permettez-moi, mon cher monsieur, de reprendre notre conversation interrompue, dit Tchitchikov en buvant encore un verre d'une liqueur de framboise vraiment exquise. En admettant que je devienne propriétaire du domaine dont vous parliez, en combien de temps pourrais-je m'enrichir au point de... Si vous voulez vous enrichir rapidement, reprit Kostanjoglo d'une voix brusque et saccadée, vous ne ferez jamais fortune. Si vous ne vous préoccupez pas du temps, vous serez bientôt riche. Ah vraiment, dit Tchitchikov. Oui, dit Kostanjoglo avec brusquerie, comme s'il se fâchait contre Tchitchikov lui-même. Il faut aimer le travail, sinon on n'arrive à rien. Il faut aimer la vie champêtre, oui. Et croyez-le, ce n'est pas du tout ennuyeux. On prétend la campagne insupportable. Mais je mourrais d'ennui si je passais ne fût-ce qu'un jour à la ville, comme le passent ces messieurs dans leurs stupides clubs, leurs cabarets et leurs théâtres. Tas d'imbéciles, race d'âne. Le cultivateur n'a pas le temps de s'ennuyer. Sa vie est constamment remplie, sans la moindre interruption. Prenez la seule diversité des travaux. Et quels travaux? Des travaux qui élèvent l'âme. L'homme suit ici la nature, les saisons. Il collabore avec tout ce qui s'accomplit dans la création. Considérez une année entière de labeur, l'attente du printemps alors que tout est sur le qui-vive, la préparation des semences, le triage, la vérification du blé dans les greniers, la répartition des corvées. Tout est examiné à l'avance et calculé au début. Et, dès que les rivières ont débâclé, que la terre s'ouvre, la bêche travaille dans les potagers, les jardins, le hoyo et la herse dans les champs. On plante, on sème. Et que sème-t-on, s'il vous plaît? La récolte prochaine, la félicité de toute la terre, la nourriture de millions d'êtres. Arrive l'été, la fenaison bat son plein. Puis c'est le tour de la moisson, au seigle succède le froment, ensuite l'orge, l'avoine. Tout est en effervescence, on n'a pas une minute à perdre. 20 yeux trouveraient à s'occuper. La fête terminée, il faut engranger,
Il y a des labours d'automne, la répartition des entrepôts, des hangars, des étables, en même temps que les travaux de femmes. On fait le bilan, on voit l'œuvre accomplie. Et l'hiver? Le battage du blé sur toutes les aires, le transfert des grains, des granges dans les magasins, l'abattage et le sillage des arbres, le transport des briques et du bois de charpente pour les constructions de printemps. On va jeter un coup d'œil aux moulins, aux ateliers. Pour moi, si un charpentier manie bien la hache, je puis passer 2 heures à le regarder, tant le travail me réjouit. Et si l'on voit en outre que tout cela s'effectue dans un but quelconque, que tout alentour croît et multiplie, apportant fruits et profits, alors je ne puis raconter ce qu'on éprouve. Et non parce que votre fortune augmente, l'argent fait compte à part, mais parce que tout cela est votre œuvre, parce qu'on se voit le Créateur dont tout dépend, le mage qui répand autour de soi l'abondance et le bien-être. Où trouverez-vous une telle jouissance? Conclut Costanjoglo en redressant son visage dont les rides avaient disparu. Comme un roi le jour de son couronnement, il resplendissait. Des rayons semblaient émaner de sa figure. Oui, dans le monde entier, vous ne trouverez pas une pareille jouissance. C'est ici que l'homme imite Dieu. Dieu s'est réservé la création comme la jouissance suprême et exige que l'homme crée de même la prospérité autour de lui. Et voilà ce qu'on appelle une chose ennuyeuse? Comme les chants d'un oiseau du paradis, Tchitchikov écoutait ces suaves paroles. L'eau lui venait à la bouche, ses yeux mêmes étaient humides et exprimaient la béatitude. Il eût écouté sans fin. Constantin, si nous passions au salon, dit madame Kostanjoglo en se levant. Tout le monde l'imita. Tchitchikov lui offrit le bras, mais il n'avait plus la même agilité dans ses allures, ses pensées ayant pris une tournure sérieuse. Tu as beau dire, la vie à la campagne est pourtant fastidieuse, déclara Platonov qui les suivait. Notre invité n'est pas sot, songeait Kostanjoglo. Il est attentif, sérieux dans ses propos et point hâbleur. À cette idée, il s'épanouit, comme s'il s'était réchauffé à ses paroles et se félicitait d'avoir rencontré un homme capable d'ouïr de sages conseils. Tous prirent place dans une petite pièce confortable, éclairée par des bougies, face au balcon et à la porte vitrée qui accédait au jardin. Tandis que les étoiles les contemplaient par-dessus les cimes du parc endormi, Tchitchikov subit un charme depuis longtemps inéprouvé. Il lui semblait rentrer chez lui après de longues pérégrinations, et, parvenu au comble de ses vœux, déposer son bâton de voyageur en disant « En voilà assez ». Il devait cette belle humeur aux sages propos de son hôte. Il existe pour tout homme des sujets qui le touchent davantage, qui lui sont plus chers que d'autres. Et souvent, à l'improviste, dans un coin perdu, une vraie thébaïde, on rencontre une personne dont la conversation réconfortante vous fait oublier les chemins défoncés, les mauvais gîtes, la vaine agitation contemporaine, la duperie des illusions humaines. La soirée passée de cette façon se grave pour toujours dans la mémoire, qui en retient fidèlement toutes les circonstances, les assistants, la place de chacun, ce qu'il tenait dans les mains, les murs, les coins, la moindre bagatelle. C'est ainsi que Tchitchikov remarqua ce soir-là toute chose. La jolie pièce meublée sans prétention, l'expression bienveillante que reflétait le visage du maître de la maison, et même la couleur de la tapisserie. La pipe à bout d'ambre donnée à Platonov, la fumée qu'il se mit à exhaler au nez de Yarbas, l'ébrouement de la bête, le rire de la gentillesse interrompu par les mots. Cesse de le tourmenter, voyons. La clarté gaie des bougies, le grillon qui chantait dans un coin, la porte vitrée, la nuit printanière qui les contemplait du haut des arbres criblés d'étoiles, tandis que les rossignols faisaient retentir de leurs mélodieux accords les bosquets verdoyants. J'aime à vous entendre parler, honorable Constantin Fiodorovitch, proféra Tchitchikov. Je puis dire que je n'ai rencontré nulle part en Russie un homme de votre intelligence. Kostanjoglo sourit, sentant lui-même que ces paroles n'avaient rien d'exagéré. Non, Pavel Ivanovitch, si vous voulez connaître un homme intelligent, il y en a chez nous un vraiment digne de ce nom, et dont je ne vaux pas la semelle. Qui cela peut-il bien être? Demanda Tchitchikov surpris. Mourassov, notre fermier des eaux-de-vie. Voilà la seconde fois que j'entends parler de lui, s'écria Tchitchikov. Cet homme-là administre non plus seulement un domaine foncier, mais tout un État. Si j'étais roi, j'en ferais aussitôt mon ministre des Finances. À ce qu'on dit, c'est un homme qui dépasse les bornes de l'ordinaire. Il aurait amassé 10 millions. Vous êtes loin du compte. Il en a plus de 40. Bientôt la moitié de la Russie lui appartiendra. Que dites-vous là? S'écria Tchitchikov, les yeux écarquillés. L'exacte vérité. Ça se comprend. Celui qui possède quelques centaines de mille roubles est lent à s'enrichir. Mais pour celui qui a des millions, le champ d'action est immense. Quoi qu'il attrape, c'est toujours le double ou le triple de son avoir. Il n'a plus de rivaux. Personne ne peut se mesurer avec lui.
Le prix qu'il fixe fait loi. Personne ne peut surenchérir. Seigneur Dieu, proféra Tchitchikov en se signant. Il regarda Kostanjoglo dans les yeux. La respiration lui manquait. C'est inconcevable. La pensée se glace d'effroi. On admire la sagesse divine à propos d'un scarabée. Je m'étonne davantage qu'un simple mortel puisse manier des sommes aussi considérables. Permettez-moi de me renseigner sur un fait. Il va sans dire qu'au début cette fortune n'a pas été acquise sans péché. D'une façon irréprochable et par les moyens les plus honnêtes. Je ne le crois pas. C'est impossible. Des milliers de roubles passent encore, mais des millions. Au contraire, il est difficile de gagner des milliers de roubles honnêtement, tandis que les millions s'entassent sans peine. Un millionnaire n'a pas besoin de recourir à des voies tortueuses, il n'a qu'à marcher droit devant lui et à ramasser ce qu'il rencontre. Les autres n'auront pas la force de le faire, donc pas de concurrent. Le champ d'action est immense, vous dis-je. Tout ce qu'il attrape, c'est le double ou le triple de son avoir. Mais que gagne-t-on sur 1000 roubles 10 20%. Le plus difficile à comprendre, c'est qu'il ait commencé avec rien. C'est toujours ainsi que se passent les choses, dit Kostanjoglo. Celui qui est né dans la richesse n'acquiert pas davantage. Il y a en lui trop de caprices innés. Il faut commencer par le commencement et non par le milieu, par les kopecks et non par les roubles, par en bas et non par en haut. De cette façon seulement on apprend à bien connaître les gens et le milieu auquel on aura affaire. Après avoir enduré sur sa propre peau ceci et cela, appris que chaque kopek s'acquiert par un labeur acharné et traversé toutes les tribulations, on est instruit et dressé de façon à n'échouer dans aucune entreprise et à ne pas se casser le cou. Croyez-le, c'est la vérité. Il faut commencer par le commencement et non par le milieu. Celui qui me dit « Donne-moi 100 000 roubles et je ferai fortune », celui-là ne m'inspire pas confiance. Il vise au hasard et non à coup sûr. Il faut commencer avec des kopecks. Alors, je ferai fortune, dit Tchitchikov en pensant malgré lui aux âmes mortes. Car je commence en effet avec rien. Constantin, il est temps de laisser Pavel Ivanovitch se reposer, dit l'hôtesse. Et tu bavardes toujours. Certainement vous ferez fortune, dit Kostanjoglo, sans écouter sa femme. L'or affluera vers vous. Vous ne saurez que faire de vos revenus. Comme fasciné, Pavel Ivanovitch planait dans la région, j'imagine, oui. Dans la région enchantée des beaux rêves. Ses idées tourbillonnaient. Sur le tissu doré des gains futurs, son imagination brodait des arabesques, et ses paroles résonnaient à ses oreilles. L'or affluera. Vraiment, Constantin, Pavel Ivanovitch a besoin de dormir. Eh bien, va dormir si tu veux. Kostanjoglo s'interrompit, car on entendait à travers la pièce les ronflements sonores de Platonov, auxquels Yarbas faisait écho. Voyant qu'il était vraiment l'heure de se coucher, il secoua Platonov en lui disant « Assez ronflé !» et souhaita bonne nuit à Tchitchikov. Tout le monde se sépara et s'endormit bientôt. Seul Tchitchikov ne dormait pas. Sa pensée veillait. Il réfléchissait aux moyens de devenir propriétaire d'un domaine non fictif mais réel. Après cette conversation, la possibilité de s'enrichir lui paraissait si évidente. Le difficile problème de l'exploitation devenait aisé et compréhensible et s'adaptait si bien à son tempérament. Il n'avait qu'à se défaire de ses morts au crédit foncier et à acquérir une terre. Il se voyait déjà mettant en pratique les leçons de Kostanjoglo, procédant avec promptitude et circonspection, ne faisant aucune innovation sans connaître à fond le vieil état des choses, examinant tout par ses propres yeux, renseigné sur chaque paysan, rejetant toute superfluité pour se consacrer exclusivement à la culture. Il savourait d'avance le plaisir qu'il éprouverait en constatant qu'un ordre régnait et que tous les ressorts de la machine économique fonctionnaient activement l'un poussant l'autre. Le travail irait bon train, et de même que dans un moulin infatigable le grain se transforme rapidement en farine, les déchets et les débris de toutes sortes se transformeraient en revenus. Kostanjoglo, le merveilleux administrateur, surgissait devant lui à chaque instant. C'était le premier homme en Russie pour qui il éprouvait une véritable estime, car jusqu'alors, il avait respecté les gens pour leur rang ou pour leur grande fortune, mais jamais pour leur intelligence. Il comprenait qu'avec un tel homme, ses tours habituels ne réussiraient pas. Un autre projet l'occupait. Acheter le domaine de Klobouyev. Il possédait 10 000 roubles. Il se proposait d'essayer d'en emprunter 15 000 à Kostanjoglo, puisque ce dernier s'était déclaré prêt à aider tout homme désireux de s'enrichir. Pour le reste, il s'arrangerait. Soit en s'adressant au crédit foncier, soit tout simplement en faisant attendre. Cela se pouvait. Le vendeur n'aurait qu'à recourir aux tribunaux si le cœur lui en disait. Tchitchikov réfléchit longtemps à ces choses. Enfin, le sommeil, qui depuis 4 heures tenait,
comme on dit, toute la maison dans ses bras, vint aussi le trouver, et Pavel Ivanovitch s'endormit profondément. Et c'est la fin du chapitre 3 de la deuxième partie. C'est donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ah ah! Cette fin de chapitre, pour le coup, est très différente. Et là, pour le coup, il y a une vraie évolution de l'histoire, donc c'est vachement intéressant. Euh, J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. euh, le fait que soudainement, je rappelle voilà, qu'il y avait dans l'idée de Nicolas Gogol, donc l'auteur, de faire un tome un petit peu équivalent à l'enfer de Dante, puis au purgatoire, puis au paradis. Donc là, on serait dans le purgatoire. Et du coup, c'est cool de voir que Tchitchikov a enfin changé d'idée, potentiellement sur son activité, et qu'il a enfin une évolution de personnage, on va dire. Puisque là, c'est la première fois, aussi frontalement, aussi clairement, qu'on nous dit, tiens, Tchitchikov, il va peut-être arrêter ses escroqueries et il va peut-être se mettre à avoir un travail classique, disons. Euh, donc là, je trouve qu'il y a une vraie évolution pour le coup, un vrai développement que je réclamais tout à l'heure et auquel je ne croyais plus. Donc c'est marrant. Et intéressant, très intéressant le fait que ça vienne d'un discours comme ça d'une personne. En somme, je trouve que le personnage, alors désolé, je sais pas prononcer ce nom, mais Kostanjoglo, je sais pas du tout comment on le prononcerait avec les consonances russes. Mais ce personnage est ultra intéressant parce que je trouve qu'en lui, il y a un peu le discours de l'agriculture, comment dire, de la noblesse de l'agriculture. Il y a un peu le discours de la noblesse du travail, de la noblesse du travail de la terre, de la noblesse de, voilà, du travail d'agriculteur, etc. Et du coup, même s'il y a une haine qui peut un peu être peut-être un peu antipathique, qui peut nous donner un effet repoussoir, des castes qui seraient plus intéressés par des choses, selon lui, plus futiles, du style le théâtre, la littérature, etc., etc., eh bien, il y a quand même un fond hyper intéressant dans son discours, je trouve. Et c'est une vision intéressante à, à partager et à au moins explorer. Donc je trouve ça trop cool que ce soit quelque chose qui est... Bah, je suis d'accord avec toi, l'écoute aux portes. C'était un beau passage sur l'agriculture, je trouve. Franchement, j'ai bien aimé parce que voilà, on sent qu'il parle avec ses tripes, on sent qu'il parle avec son cœur, etc. Et je trouve que quelque part, c'est des valeurs qu'on retrouve un peu aujourd'hui, donc je trouve ça intéressant aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu un retour petit à petit à la nature, etc., entre guillemets. Euh, ouais, je pense que c'est même un discours qui peut être très parlant pour aujourd'hui, en fait. Euh, le fait que bah, quand tu travailles la nature, entre guillemets, tu travailles la plus belle chose qui puisse t'être donnée de travailler, puisque tu travailles quelque chose d'essentiel à la vie humaine, en fait. Et voilà, tu travailles en étroite collaboration avec le cycle naturel de la planète et ainsi de suite. Donc ouais, je comprends complètement ce discours-là et je le trouve grave intéressant. Et donc, a priori, ce discours a réussi à enchanter Tchitchikov, qui peut-être prévoit d'arrêter ses escroqueries. Je suis assez choqué. Je me dis que ça peut être très cool et que j'ai encore plus hâte de voir la suite, encore plus hâte de voir le développement. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu frustré parce que je me dis qu'on va pas voir le développement jusqu'au bout, étant donné que bah voilà, on est sur des fragments. D'ailleurs, ça commence à être plus difficile de faire la lecture, vous l'avez vu. Et à un moment, j'étais perturbé, j'étais perdu. Et en fait, ouais, il y a des passages maintenant qui sont carrément chointés, quoi, puisque l'auteur ne les a pas écrits, en fait. Il devait avoir dans sa tête l'idée de ce qu'il allait écrire à cet endroit-là, mais sans encore l'avoir fait. Donc voilà, il y a des trous comme ça maintenant dans le texte. Tout à l'heure d'ailleurs, en regardant un peu le sommaire, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des appendices dans un dossier. Alors je ne sais pas si ces appendices... Hmm,
Je ne sais pas si ces appendices sont encore des extraits du texte en fait. Je n'en ai pas l'impression. Non, ça a l'air d'être des lettres de l'auteur, donc c'est complètement autre chose. Ok, non, ça a l'air d'être complètement autre chose. Bon, il y a souvent beaucoup de choses dans les dossiers, dans les éditions des bouquins. Il y a souvent des trucs dans les dossiers, plein de paratextes, plein de correspondances, de postfaces, de préfaces, de ceci, de cela, bref. Là, ça a l'air d'être encore complètement à part de la fiction et de l'œuvre. Mais ouais, il y a, il y a de la matière, et là, je retrouve de la matière plus intéressante. Je vous disais tout à l'heure que je commençais à m'ennuyer un peu. Bah là, de nouveau, il y a de la matière qui m'intéresse. Malheureusement, je pense pas qu'on va le voir se développer du coup. En tout cas, pas longtemps. On verra ça dès mardi 21h. Je vais essayer de m'y tenir. Je vous le promets pas, mais je vais essayer de m'y tenir. Mardi 21h, on se lira le chapitre 4 du premier fragment, dans un live relativement court parce qu'on n'aura que 20 pages. Et enfin, le second fragment, qui fait lui 40 pages, sera la dernière lecture sur les âmes mortes et ça aura lieu donc dans une semaine, vendredi à 21h. Ça nous mène donc à la fin de la saison de live en quelque sorte. Et puis je vous reviens derrière ça en août, comme je vous disais, avec vraisemblablement un rythme plus régulier, plus soutenu. C'est ce que j'espère, c'est ce que je vais essayer de mettre en place, mais on va voir. Et peut-être, on va dire, un retour à la normale sur mes lives et sur mes programmes de live. Voilà, c'est ce qu'on peut se souhaiter de mieux. Du coup, comme on en parlait tout à l'heure en intro de live, j'en profite. Il y a sûrement pas mal d'entre vous qui vont arriver en vacances, en grandes vacances peut-être pour les étudiants, etc., etc. Bref, que vous arriviez en grandes vacances, que vous arriviez euh, en petites vacances, si vous arrivez à prendre des petites vacances, je vous souhaite des bonnes vacances ou en tout cas un bon été. Et puis, je te dis encore merci, l'écoute aux portes, pour ton sub. C'est très gentil de ta part. Et puis, merci d'être toujours là, présente. Ça fait plaisir. Pareil à Charline, merci d'être passée. Je vous souhaite à toutes et à tous, on est vendredi, un excellent samedi dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la fin de la lecture. Des bisous et bye bye.